Bonjour Paul-Henri Dubreuil. Bonjour Bruno. Merci de m'accueillir ici à Belleville-sur-Vie, au siège du groupe Dubreuil. On est dans ton bureau et on est au bord de la voie express qui relie Nantes à La Roche-sur-Yon. Et ce que je vois tout autour de moi sur les meubles, c'est des bidons de produits biodégradables, des maquettes d'avions, des bagnoles. Et c'est assez impressionnant. Et sûrement que tu vas nous expliquer pourquoi tous ces objets sont là. Je suis très heureux de passer ce petit moment avec toi. Ça fait quelques années que nous nous côtoyons et que nous collaborons ensemble. La première fois, ça a été pour organiser ensemble la Biennale de Réseau Entreprendre en 2014. Tu étais à l'époque le président de Réseau Entreprendre Vendée et moi j'étais le directeur général de la fédération. Ça nous a valu de préparer ensemble un bel événement qui a été marquant, pour moi en tout cas, pour toi aussi et puis pour tout le réseau aussi. Voilà, et puis depuis quelques années, le groupe Dubreuil a confié au campus des dirigeants le soin de former ses dirigeants de filiales. Nous en sommes vraiment heureux et satisfaits et honorés aussi. Voilà, ça m'a donné l'occasion de mieux te connaître. Et en guise de démarrage de notre discussion, j'ai envie de te dire qu'il y a deux choses qui me marquent chez toi. La première chose, c'est ta capacité à appréhender les projets de façon très globale et en même temps en temps et à bon escient, d'aller faire un zoom sur un point qui peut paraître du détail, mais sur lequel je pense que tu t'es dit que là, il y avait un sujet important à maîtriser. Et je trouve que ce mouvement du global au très spécifique, au singulier, cette capacité à faire des allers-retours chez un dirigeant, c'est une force et je vois ça chez toi. Puis la deuxième qui m'impressionne, c'est que chez toi, j'ai l'impression que ça lie à la fois une grande courtoisie et beaucoup de fermeté dans les propos que tu portes. Et je pense que tu sais dire les choses en face. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et je trouve que cette alchimie, cet alliage entre la courtoisie et la fermeté, ça doit être aussi quelque chose d'important sur lequel tu peux t'appuyer. Mais rassure-moi, est-ce que de temps en temps, tu piques des coups de gueule? Alors écoute, je te dirais qu'avec l'âge, de moins en moins, puisque effectivement, je pense qu'on apprend à prendre un peu de recul par rapport aux choses et je suis peut-être un peu moins sanguin que je ne l'étais quand j'étais tout jeune chef d'entreprise. Mais effectivement, je pense que pour être chef d'entreprise, il faut du caractère, on ne fait pas de politique. Donc, il faut savoir dire les choses et je pense qu'on rend service aux collaborateurs, en l'occurrence, quand c'est collaborateur, mais ça peut être aussi dans la famille. Je pense qu'il faut savoir dire les choses. De temps en temps, il faut un peu de réserve aussi. Et ça, je pense qu'avec l'âge, j'ai appris à On dose. en prendre, à doser un petit peu. Mais il faut dire les choses. Je pense que c'est important. On voit que ce qui se passe au niveau politique français, où on ne dit pas les choses, où les gens tournent autour du pot, je pense que effectivement, dans ce monde qui va très vite, il faut être très efficace et aller droit au but, droit à l'essentiel. Et c'est une des caractéristiques du groupe Dubreuil. Ouais. Alors, on est justement au siège du groupe Dubreuil. Je t'invite à nous présenter ce groupe dont les activités sont très diversifiées et un groupe qui est quand même très regardé et voire admiré aussi. Eh bien, écoute, Ça a effectivement, démarré comment? alors ça a démarré en 1924. On va fêter bientôt nos 100 ans au Puy du Fou en Bon Vendée, hein. Donc anniversaire. ça a démarré sur nos terres vendéennes, puisque mon grand-père Henri Dubreuil était épicier en gros, puis est devenu distributeur de produits pétroliers et aussi avait une cave. Donc dès le début, il était multi-activité. Alors on parle d'un temps effectivement assez ancien, avant la Deuxième Guerre mondiale. L'entreprise a pris son essor, notamment dans les produits pétroliers avec Esso dans les années 50. Et puis mon père a repris l'entreprise, malheureusement au décès de mon grand-père assez précoce. Donc mon père avait 24 ans. Ah Et oui. donc, et a été bercé tout petit dans l'entreprise familiale. Donc, ça a été un choc, évidemment, de prendre de telles responsabilités, surtout qu'il était une période de mutation où le métier d'épicier en gros disparaissait pour venir petit à petit se transformer en distribution Distribution. moderne, la fameux supermarché, puis les magasins de bricolage, puis les accessoires auto et un certain nombre de métiers dont c'était vraiment l'avènement. Donc, effectivement, mon père a connu cette période un peu charnière, a su repositionner l'entreprise sur des métiers plus porteurs et puis l'a développé au fil du temps. Je dirais que nous, on est des terriens, donc on était très attachés dès le début à ce que l'entreprise reste familiale. Donc ça a toujours été dans notre stratégie de n'avoir aucun actionnaire extérieur et donc on a développé le groupe en fonction de nos moyens qu'on capitalisait année après année, comme beaucoup d'entreprises en France, mais aussi particulièrement en Vendée. Et donc moi, pour ma part, je dirais que j'ai un peu reproduit le même schéma, puisque je passais les week-ends avec mon père à faire le tour de nos supermarchés, de nos magasins, rencontrer des chefs d'entreprise. Donc je pense que j'ai été baigné tout petit dans cette ambiance et
dans ce milieu des affaires. Donc ça, c'était effectivement, je pense, très formateur. Et puis naturellement, après mon école de commerce, mon père a su m'attirer même pendant l'école de commerce, puisqu'il m'a donné une première mission. Il m'a dit, tu as l'air de t'ennuyer à Sub de Corène. Donc, écoute, on veut démarrer le gaz avec Esso. Il nous propose d'y aller. Je pense que ce serait bien que tu y ailles. Ce sera ta première mission dans l'entreprise. Donc, il a su m'attirer dans ses filets naturellement, ce qui fait que quand j'ai terminé mon armée en 1994, naturellement, je me suis tourné vers le groupe avec à la fois la partie produits pétroliers, mais aussi supermarchés, qui sont des métiers difficiles, à faible marge, avec aussi un respect de la personne humaine qui est très important, parce que dans un supermarché, quand on fait lever des gens à 4 heures du matin pour un SMIC plus, je pense qu'il faut être très respectueux de ses équipes. Et ça m'a appris ça, effectivement, de voir que les gens travaillaient dur, du lundi au samedi, peu de coupures, etc. Donc, bon, pour des salaires, une fois encore, c'est des gens qu'on n'entend pas grogner du tout et qui sont au boulot tous les jours. Et donc, ça a été très formateur pour moi. Et puis, petit à petit, j'ai pris un certain nombre de responsabilités dans le groupe, mais toujours en créant aussi des entreprises. Donc, je ne suis pas simplement que le fils de mon père, même si je renie pas du tout ma filiation, puisque je suis très fier du parcours de mon père et de ce qu'il a pu m'inculquer. Mais je dirais, j'ai toujours été aussi entrepreneur dans l'âme. Donc, dès que je suis arrivé dans le pôle pétrolier, j'ai créé une structure qui s'appelait Flamino pour le combustible pour poêle à pétrole, Lubexel pour les lubrifiants, Actigaz pour le gaz. Et donc, bon, dès le début, ça m'a plu de créer des choses. Mais bon, effectivement, après, j'ai quand même pris en compte les différentes activités. Mais quand tu en parles, ça paraît tellement naturel qu'on se demande même si un jour tu as choisi, tu as dit oui. Un jour, j'ai dit oui, quand mon père m'a dit qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est vrai que j'avais fait un stage intéressant chez Legré Industrier à Rennes, qui était une très belle entreprise familiale. J'avais passé 6 mois en Angleterre chez eux, je m'y étais plu. J'avais senti qu'éventuellement ils étaient intéressés pour m'embaucher. Mais bon, avec le recul, effectivement, et c'est quand même passionnant de travailler pour soi et de construire son entreprise. Et puis, la troisième génération, on dit souvent que c'est celle qui fait péricliter les entreprises. Bon, jusqu'ici, ce n'est pas le cas. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et puis maintenant, moi, mon job, c'est d'essayer de préparer la quatrième, puisque mon fils Nicolas est rentré dans le groupe et lui aussi a créé sa start-up. Et il est en train de créer une deuxième activité. Il a quel âge ? Donc, Nicolas, il a 26 ans. 26 ans. Tout juste 26 ans. Mathieu a 22 ans. Et puis Louis, 18 ans, passe le bac cette année. Donc, je dirais qu'ils ont un peu la bosse du commerce. Après, on verra s'ils ont envie, s'ils en ont les facultés, quel niveau de responsabilité ils veulent prendre. Mais je pense que pour une entreprise familiale, le capital, c'est facile. Donc, on a déjà transmis le capital de l'entreprise à nos enfants, puisqu'on ne veut surtout pas que cette entreprise, quoi qu'il puisse nous arriver, tombe à l'extérieur ou soit bradée pour des questions de droit de succession. Donc, ça, c'est réglé, mais c'est la partie technique, c'est la partie la plus facile à faire. Par contre, la partie managériale, c'est-à-dire transmettre le pouvoir ou le top management à sa famille, effectivement, c'est un autre challenge. C'est pas facile. Donc là aussi, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. Je le laisse faire ses erreurs éventuelles et ça fait partie de l'apprentissage. Effectivement, il faut être bienveillant. Je le suis avec mes patrons. Donc, il faut apprendre à l'être avec ses propres enfants et ce n'est pas tout à fait la même relation. Donc, attention aussi à ce qu'une relation professionnelle n'abîme pas les relations personnelles. Donc, on a toujours réussi aussi avec mon père à aménager les choses, mais des fois, quand la pression est forte, effectivement, ça peut rejaillir. Et qu'est-ce que ton père a bien fait pour préparer cette transmission que tu aurais envie de reproduire aussi auprès de tes enfants ? Alors, j'étais le fils unique, donc effectivement, je passais beaucoup de temps avec mon père. Moi, j'ai 3 garçons, donc mes sœurs ont des filles qui a priori ne sont pas forcément intéressés par le groupe, en tout cas à ce jour. On verra bien ce que donnera l'avenir. Donc, il a bien fait, c'est-à-dire que tout petit, je dirais qu'il m'a donné le virus de l'aviation. Je pilotais avec lui depuis l'âge de 10 ans. J'allais dans les supermarchés. On n'a pas encore parlé des avions. On n'a pas encore parlé des avions, mais on va en parler. Tout le monde sait que c'est quand même dans notre ADN et que c'est une passion familiale. Donc, si tu veux, ça s'est fait une fois encore naturellement. Et puis, j'avais cette envie au fond de moi d'entreprendre. Tu vois, à Sub de Corène, j'en parle rarement, mais j'ai créé la junior entreprise. Oui. Bon, et j'ai fait, effectivement, j'étais le président de la junior entreprise. Pendant 3 ans, je me suis éclaté. Je passais plus de temps à la junior entreprise qu'à suivre les cours de l'école où j'étais pas quelqu'un de féru de théorie. Oui, donc, effectivement, moi, j'aime la pratique, les choses agir concrètement. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Ok. Alors, le groupe du Breuil, c'est quoi aujourd'hui? En quelques chiffres et les activités. Je disais en introduction qu'on est entouré sur ton bureau d'objets, des bidons, des bagnoles, des avions, oui, alors effectivement, il faudrait que je fasse un peu de ménage de temps en temps sur mon bureau. Mais ça, c'est un peu l'histoire du groupe, puisque les bidons, c'est Extruplas que j'ai créé en 98. Donc, on a été les premiers à créer une ligne de fabrication d'emballage avec un conditionnement en ligne entièrement automatisé, alors que je n'étais pas du tout dans l'industrie. Mais comme j'achetais mes bidons à l'extérieur, j'ai voulu les fabriquer. Pour l'anecdote, les premiers bidons se cassaient la figure. Le moule, je l'ai jeté à la poubelle parce que mon bidon était mal proportionné. Mais voilà, ça, c'est de l'apprentissage.
d'apprentissage et c'est comme ça qu'on avance. Et cette entreprise, elle est à La Rochelle, Extruplast, elle est toujours là 25 ans après. Donc après, il y en a eu plein d'autres. Et donc le groupe s'est développé au fil du temps, pas de façon spectaculaire, puisqu'une fois encore, n'ayant que nos capitaux familiaux avec des forts leviers d'endettement, clairement, on a pris des risques avec des endettements très forts et on reparlera une fois encore des avions. Et donc c'est comme ça qu'on a développé le groupe au fil du temps. Et donc aujourd'hui, notre groupe, c'est en 2022 2,7 milliards de chiffre d'affaires. On prévoit 3,3 milliards en 2023, puisque l'aérien revient en force. Et puis, malheureusement, l'inflation fait monter mécaniquement les chiffres d'affaires de pièces, de matériel, de prestations de main-d'œuvre. Donc, ça pousse fort et on sera, je pense, 6 000 salariés en fin 2023. Mais comme je le dis souvent et je l'ai dit récemment, notre groupe, ce n'est pas un porte-avions, c'est plutôt une flottille de navires de guerre agiles, réactifs, rapides, avec à leur tête un patron, donc qui est le commandant de bord, qui a tous les leviers, qui est vraiment pour nous, on en reparlera sûrement, mais c'est une des spécificités du groupe, c'est une grande autonomie de fonctionnement, une grande confiance aussi qu'il leur a accordée, donc il faut qu'ils soient dignes de cette confiance, et puis surtout le support des fonctions holding, donc la finance, le juridique, le RH, le digital, l'immobilier, et donc on a une centaine de personnes au sein de la holding du groupe Dubreuil qui est à disposition des filiales pour les aider à être performantes et aider nos patrons à résoudre leurs problèmes du quotidien qui sont excessivement complexes quand on parle de RGPD, de juridique aujourd'hui. Enfin, franchement, on peut plus. Je pense qu'à mon époque, on pouvait encore être un patron pas omniscient, mais qui arrivait à se débrouiller à peu près dans tous les domaines. Aujourd'hui, clairement, c'est plus possible. Et moi, j'admire beaucoup les patrons de PME qui n'ont pas ce support et qui ont que des emmerdements à longueur de journée. Nous, je dirais qu'un patron qui a un souci, il va m'appeler si c'est un gros souci. Si c'est un moyen ou un petit souci, il va appeler directement son correspondant de la holding qui va lui amener la meilleure solution, mais tout en restant là aussi très pragmatique. Le but, c'est de trouver des solutions rapidement qui fassent avancer le schmilblick. On fait pas une fois encore, on ne fait pas de politique chez nous. On est là pour avancer à un rythme soutenu mais raisonnable. Notre croissance organique depuis toujours, je l'avais sorti sur 10 ans, c'est 8%. 5% d'organique, et 3% d'externe. Donc, on fait quelques acquisitions dans nos métiers, mais on n'est pas boulimique parce qu'une fois encore, on n'a pas des moyens démesurés. Donc, on est très précautionneux avec les capitaux de la famille. On parlera des relations entre les dirigeants des PME filiales du groupe et la direction du groupe, si tu veux bien, tout à l'heure. Mais juste pour qu'on termine sur la présentation du groupe, les secteurs d'activité, on a parlé d'aérien, d'automobile, de BTP. Comment ça se présente, comment ça se segmente et en quelques chiffres, la part de ces activités-là dans l'activité. Donc, de son héritage du passé, donc à la fois dans la distribution, mais aussi dans le transport aérien, le groupe aujourd'hui reste présent pour 1/3 dans l'aérien et 2/3 dans la distribution. Et l'aérien, ça date de quand? Alors, l'aérien, mon père avait créé une petite compagnie qui s'appelait Air Vendée, qui est devenue Regional Airlines, qu'on a vendu Air France en 2000. Je la fais courte, mais à l'époque, c'était quand même 35 avions, 700 personnes. Donc, c'était devenu un gros bateau, compagnie régionale européenne de l'année juste avant 2000. Et puis, effectivement, cette affaire devenait grosse, le marché changeait. Et puis, Air France a voulu nous racheter. Donc, quand quelqu'un qui a les poches profondes veut nous racheter, il faut quand même y réfléchir. On a bien fait parce que clairement, on aurait eu des années très difficiles avec les low cost qui n'étaient pas encore là, mais qui sont arrivés peu de temps après. Ça vous a permis de faire complètement la bascule, vous. Effectivement. Et puis, mon père a eu la bonne ou la mauvaise idée d'aller un jour aux Antilles. Et à la descente de l'avion, il y a quelqu'un qui lui a dit j'ai une petite boîte Air Caraïbes, je m'en sors pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et là-dessus, il a racheté Air Caraïbes, Air Martinique, Air Guadeloupe pour former le Air Caraïbes moderne. Et le long courrier a démarré en 2003. Et là, effectivement, l'entreprise a changé de dimension. Puisqu'aujourd'hui, alors, Air Caraïbes avec 9 avions long courrier, donc 6 A350, donc une flotte très moderne. Et on a créé French Bee en 2016 pour sortir de l'arc antillais, où on voulait aussi, on avait des fourmis dans les pattes, on voulait aller tester la Réunion, donc en long courrier évidemment. Papette via San Francisco, ça nous a donné goût aux États-Unis. Aujourd'hui, on a 4 liaisons sur les États-Unis, donc New York, Miami, San Francisco et Los Angeles. Je fais ma pub au départ d'Orly. Donc, c'est des avions très performants, les A350, densifiés. Donc, c'est des avions qui, en émissions de carbone, sont les plus bas du marché et de l'ordre de 25 à 30% moins que notre grand concurrent national, largement subventionné par l'État d'ailleurs au passage. Et donc, nous, on se bat dans cet environnement qui est compliqué. L'aérien a été excessivement compliqué depuis 3 ans et ça y est, on voit la lueur au bout du tunnel et on est en train de remplir les avions et à des prix corrects. Donc, on est plutôt confiant pour 2023 sur cette activité. Mais je dirais heureusement qu'il y a eu le pôle distribution qui s'est très très bien porté pendant ces 3 années, ce qui a permis vis-à-vis de nos banquiers, tu sais, les banquiers, on l'a vu quand même, je ne citerai pas de grands banquiers, on a vu qu'ils nous faisaient un petit peu la tête pendant ces périodes-là, on saura s'en rappeler. Mais je dirais qu'heureusement qu'il y avait le groupe parce qu'effectivement, les enjeux financiers sur le
financement d'avions sont considérables. Et donc, il y avait, je dirais, l'emprise globale du groupe avec des cautions et des aides au niveau du pôle aérien qui ont permis de passer ce cap. Et donc, je dirais que l'aérien, maintenant, va redevenir à des performances normales. L'aérien, c'est à peu près un tiers de... Alors, c'était tombé très bas puisqu'on a fait moins 50 en Sauf pendant la 2020. crise. Malheureusement, en 2021, on n'a pas fait mieux. On est remonté à 840 millions de chiffre d'affaires en 2022 et là, on prévoit 1,1 milliard. Parce que mécaniquement, il y a l'augmentation des volumes qui reviennent, plus l'augmentation des prix. Parce qu'effectivement, quand le pétrole augmente, le dollar augmente et puis les taux d'intérêt augmentent, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, les prix ont augmenté, effectivement. C'est tout à fait correct. Quand vous faites 8000 km, honnêtement, les prix, c'est bien moins cher que ce qu'on peut voir en moyen courrier sur l'Europe ou le Maghreb. Donc ça, c'est pour la partie aérienne, qui a toujours été une partie spécifique, je dirais un peu le bébé de mon père avec Marc Rochet, parce que c'est sa passion c'est quand absolue. même une passion, ça. Voilà, c'est une passion absolue pour lui. Donc, mais effectivement, il faut faire attention à passion et raison, mais il a su trouver le juste milieu, même si on a pris des engagements. Et on a eu de temps en temps des discussions vigoureuses entre père et fils sur le sujet, parce que mon obsession, c'était justement que l'aérien ne puisse pas embarquer le reste du groupe. Et effectivement, la période qu'on a traversée, qui était complètement improbable, d'avoir des avions à l'arrêt pendant 3 mois, du stop and go permanent, moins 50 de chiffres, ça a été un cauchemar absolu. Bon, et puis comme je le disais, nous, on n'a pas été subventionnés par l'État, donc il a fallu faire avec nos moyens, plus des moyens périphériques. Mais en tout cas, on a tenu le choc. Et donc, on est là, on est aujourd'hui plutôt en bonne forme. On sort avec 15 avions long courrier, performants, des équipes motivées, impliquées. Et donc, on part un petit peu à la conquête des États-Unis maintenant. On a ouvert Cancun fin octobre, on a ouvert Miami au mois de novembre. Bon, on voulait ouvrir d'autres liaisons, mais maintenant, on a du mal à trouver des pilotes. Donc, c'est un peu notre problématique. Sinon, on aurait poussé encore plus fort sur les États-Unis. Donc, c'est une belle aventure dans un métier où beaucoup de familles ou d'investisseurs se sont cassés la figure. Et donc, nous, effectivement, on fait très attention parce que c'est des engagements très lourds. Et donc, parallèlement à ça, moi, j'ai pris la distribution depuis 2009. Et là, j'ai pris naturellement les métiers les uns après les autres. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris d'abord les produits pétroliers, la distribution alimentaire que j'ai revendue en 2016 parce qu'on estimait être un peu au bout de l'histoire en termes de développement. Et ça aussi, c'est une des spécificités du groupe, c'est-à-dire qu'on sait tourner la page de métier, même si honnêtement, vendre le supermarché où mon grand-père maternel a démarré ses affaires lui aussi, puisqu'il était épicier en gros, ça fait un petit pincement au cœur, y compris à mon père, où honnêtement, ça a été plus dur pour lui que pour moi. Mais je pense que c'est notre responsabilité à un moment donné, quand on ne trouve plus les clés du développement, c'est de passer à autre chose et de transmettre à un autre entrepreneur qui va arriver avec des idées nouvelles et puis qui va peut-être rebondir sur de nouveaux projets. Donc, ça a été le cas aussi dans le bricolage. J'ai vendu aussi la partie fuel domestique en 2009, en même temps que le bricolage, puisque à l'époque, avec la centrale Monsieur Bricolage, les relations étaient un peu difficiles. Et tout ça pour se développer dans l'automobile, dans le matériel travaux publics en 2002, dans le matériel agricole, machinisme agricole en 2012, dans le poids lourd en 2019. Et puis, chacun de nos métiers, à chaque fois, on se développe à travers le matériel neuf, matériel d'occasion, la partie pièces, la location aussi, et puis la partie atelier. Donc, en fait, on retrouve sur ces 4 métiers concessionnaires, donc toujours un auto, peu les mêmes poids lourd, métiers. TP, agri, on retrouve la même chose, mais avec des spécificités. Et c'est pour ça que nos patrons, eux, sont des spécialistes. Là où moi, je me définis comme un généraliste, et pareil pour les membres de ma famille, on est des gens qui avons plutôt des notions générales de commerce, de RH, et puis quand même de gestion financière, mais on s'appuie sur des spécialistes, qui ne sont pas d'ailleurs des gens qui ont fait forcément des grandes écoles. Nous, on adore les gens qui sont issus du rang, qui ont progressé au fil du temps. Tu en as connu un certain nombre grâce au campus. Tu as vu que c'était des gens qui nous ressemblaient, plutôt simples, humbles, et qui avancent pas après pas, et qui, effectivement, avec l'aide du groupe, développent leur filiale comme si c'était la leur. Moi, c'est ce que je leur demande. Vous développez votre filiale comme si c'était la vôtre. Vous n'avez pas de souci de fin de mois, puisque la trésorerie est centralisée. C'est quand même le souci numéro 1 du chef d'entreprise. Ça, on leur soulage. Donc, ils dorment un peu mieux que s'ils étaient à leur compte quand même. Donc, pas de négociation avec les banques. Ils ont le support de toutes les fonctions de la holding. Et donc, du coup, si vous voulez, moi, si tu veux, je sens des gens plutôt épanouis, qui sont bien. Là encore, tu les connais très bien maintenant, puisque je crois qu'il y a une vingtaine de dirigeants qui sont passés par le campus. Ça a permis en plus qu'ils se connaissent, qui progressent dans la savoir-être, et je pense qu'on en reparlera. Mais on cherche vraiment des gens avec du savoir-être. Évidemment qu'ils ont le savoir-faire, mais il faut qu'ils nous ressemblent et qu'ils soient honnêtes, éthiques. Bon, on a un cadre très large chez nous, mais on a quand même un cadre. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'effectivement quelqu'un est malhonnête, soit avec ses collaborateurs, ses clients ou ses partenaires ou avec nous, là, la confiance est rompue et la sortie est quasi immédiate. Et ça m'est arrivé. Et ça veut dire quoi, vous ressemblez ? Nous ressembler, c'est-à-dire pragmatique, à l'écoute de ses clients et de ses collaborateurs. Ça, c'est l'aspect fondamental. Et je dirais, avec la période qu'on vit, autant, c'est vrai que du temps de mon père, j'entendais parler
beaucoup plus des clients que des collaborateurs et je pense avoir apporté ça avec Béatrice Claude que tu connais, qui est notre DRH, qui est assez responsable RH aussi par pôle et par filiale quand elles sont significatives. Effectivement, cette prise en compte de l'individu avec toutes les périodes compliquées qu'on a connues, parce que le groupe, ça va être 1000 recrutements cette année, puisqu'on a notre turnover naturel, plus le développement. Wow. Donc, on aura un accroissement de l'ordre de 5 à 600 salariés, comme je le disais. Donc, il faut les trouver, il faut les séduire, il faut que la marque employeur plaise, parce qu'aujourd'hui, on a obligé un peu de faire la danse du ventre aux collaborateurs quand on veut qu'ils nous rejoignent. Donc, ça veut dire s'adapter à son époque. Dans certains cas, c'est la semaine de 4 jours. Dans certains cas, c'est du télétravail pour les fonctions plus administratives. Mais on essaye de faire de la dentelle pour qu'effectivement les collaborateurs aient envie de nous rejoindre ou surtout envie de rester quand ils sont bons, effectivement. Mais comment est-ce qu'on peut garder une culture commune groupe alors qu'on essaie aussi de faire de la dentelle et la danse du ventre? Alors, effectivement, avant le Covid, on avait l'habitude de faire notre arbre de Noël, qui était une fête un peu atypique. Mon père l'avait démarré en 74 à Luçon pour son premier supermarché. Je crois qu'ils étaient 30. Et puis, effectivement, le dernier arbre de Noël qu'on a pu faire post-Covid en 2020, on était 3000 et quelques, ou 3005. Donc, on avait du mal à trouver des salles. Donc, du coup, on a mis fin avec le Covid à ces arbres de Noël annuels. Et maintenant, on est parti sur des manifestations tous les 5 ans. Et on démarre en septembre 2024 au Puy du Fou pour les 100 ans. Et je me suis engagé à ce qu'on fasse quelque chose tous les 5 ans, parce que c'est vrai que tous les ans c'est répétitif, c'est une organisation très lourde, ça demande aux gens de toute la France de venir, donc c'était quand même un petit peu plus difficile à vivre. Et puis après, moi je fais des vœux, je m'adapte aussi à l'époque dans laquelle je vis, donc je fais des vœux un peu télévisuels ou vidéo chaque début d'année. Je vais souvent dans les filiales, j'étais ce matin dans une filiale dans ton coin, à côté d'Amiens. Bon voilà, j'en profite pour saluer les gens. Et puis je pense que nos dirigeants sont contents d'avoir ce supplément d'âme, parce qu'une entreprise qui est purement financière, alors que ce soit fonds d'investissement, banque ou autre, il n'y a pas, je pense, ce supplément d'âme. Donc les gens sont assez fiers de travailler pour une famille qui leur est aussi reconnaissante, puisqu'on a des politiques d'intéressement qui sont plutôt bien plus généreuses que beaucoup de mes collègues que je vois dans tous les métiers, qui s'arrangent pour avoir 49 salariés et une multitude d'entreprises à 49 salariés pour ne pas donner de participation. Nous, c'est l'inverse. On essaye de regrouper au maximum par métier pour avoir des entreprises fortes qui peuvent mutualiser tout un tas de choses, que ce soit des stocks, mais aussi des savoir-faire, des fonctions expertes, comme on l'a fait dans l'automobile. Et ça aussi, je pense que les gens sont reconnaissants, parce que, effectivement, surtout dans la période qu'on vit, où il y a des problématiques de pouvoir d'achat, nos collaborateurs, quand les filiales sont performantes, ont des très très belles primes, que ce soit variable, mais aussi participation, intéressement. Et ça contribue aussi à montrer qu'on redistribue les fruits du résultat de la filiale. D'accord. Les ingrédients du succès du groupe Dubreuil. Alors, je sais que tu ne vas pas aimer ce mot du succès. Tu vas me dire que c'est pas un état. Exactement. C'est un toujours rester très humble. Voilà. Et on l'a vu, nous, le 17 mars 2020, on l'a vu qu'il fallait rester très humble, parce que le ciel nous est tombé sur la tête au sens propre. Ça m'intéresse qu'on creuse, parce que vu de l'extérieur, c'est quand même une superbe réussite. On a l'impression que vous attaquez à un nouveau secteur d'activité, que vous y déployez vos méthodes, qui sont quand même assez typées, et peut-être que tu peux nous en parler, et que finalement, en reproduisant vos méthodes sur des sujets nouveaux, on a l'impression que ça marche. Alors peut-être qu'il y a eu des loupés, tu pourras nous en parler. Est-ce qu'il y a eu des comme tu le disais déjà, étant des gens humbles, on n'aime pas cette notion de succès, mais force est de constater que depuis 40 ans, le groupe a progressé en chiffre d'affaires, en résultats, en performance, puisque je dirais que ce qui nous importe, nous, c'est la performance. C'est une valeur clé. Pas la performance à n'importe quel prix, c'est-à-dire que ce n'est pas une performance court terme où on va, comme on le voit dans certaines entreprises cotées en bourse, tout cisailler du jour au lendemain, les ressources humaines. C'est une performance dans la durée. Et c'est tout l'avantage d'une entreprise familiale avec un actionnariat et un conseil d'administration familial, c'est de laisser du temps au temps. Donc nous, le temps long permet de faire des choses. Bon, on a des métiers plus compliqués. D'ailleurs, mon fils, avec sa start-up, honnêtement, il en bave. Bon, j'espère pour lui qu'il va y arriver, mais et ça, on laisse du temps. Sinon, effectivement, la décision facile, on dit on s'aborde, on arrête. Et donc ça, c'est une des clés, je pense, du succès. Le fait de travailler dans le long terme. Persévérer dans le long terme. Mais quand tu dis c'est la performance, mais la performance, c'est un résultat. Alors, la performance commerciale, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Pour moi, tout commence par la performance commerciale, quels que soient nos métiers. Qu'on parle de compagnie aérienne, d'épicier. Oui, parce que de toute façon, on est sur des métiers à très faible marge. On ne gagne notre vie que quand on va chercher les fameuses marges arrière et les primes de performance. Dans l'automobile, c'est le cas. Donc, si tu n'es pas dans le premier quartile en termes de performance, tu ne gagnes pas correctement ta vie. Et donc, typiquement, d'ailleurs, mon père, tu vois, m'a donné les rênes de l'automobile en 2006, la responsabilité. Il m'a dit, moi, j'en peux plus, on n'est pas performant, on ne gagne pas notre vie.
dit, soit on vend, soit tu prends. Et puis effectivement, avec un de mes directeurs, Robert Claude, on a pris, on a tout remis. Ça a été assez dur pendant 1 an et demi. On a tout remis à plat, tout restructuré, y compris un plan social qui était le premier et le dernier. J'espère que je ferai de ma vie parce que c'est vraiment pas marrant et ça laisse des stigmates importants dans la durée. Bref, on a tout remis à plat et aujourd'hui, depuis 2010, on a Clara Automobile qui est une référence chez Peugeot en termes d'organisation et de performance. Et donc, c'est très important d'avoir cette notion de performance. Combien de concessions Clara, c'est 25 concessions. Oui, c'est ça, c'est 25 concessions. On est le 3e acteur Peugeot en France. Peugeot, c'est ça. Et puis après, on a fait la même chose chez Claro, avec Opel, Clarisse avec Citroën. Donc, on duplique. C'est-à-dire, tu disais une des clés, ça aussi, quand ça fonctionne, on duplique. Vous dupliquez on duplique à l'intérieur d'un métier. Donc là, on a pris les différentes marques de Stellantis, parce qu'on est partenaire que de Stellantis dans l'auto. Mais dans le TP, on a fait un peu la même chose, en ayant des organisations aussi très affûtées, des call centers, des gestions de fichiers clients, des outils modernes, des outils digitaux, des applis, etc. Donc le groupe amène tout ça. Après, une fois encore, le patron reste souverain pour son quotidien, donc il va tirer plus ou moins sur un levier qu'on lui donne, mais on lui donne une foultitude de leviers. Ce qui fait qu'honnêtement, et là aussi ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais dans tous nos métiers, on est surperformant et on est référent parce que effectivement le fait aussi d'être diversifié et d'avoir, je dirais, capitalisé au fil du temps nous permet de prendre des risques. Je prends l'exemple d'autodistribution. En 2013, j'ai reformé complètement cette entreprise. Ça a été là aussi très très difficile. Et puis depuis 10 ans maintenant, c'est une entreprise qui progresse, qui fait des résultats exceptionnels et qui a servi de benchmark à l'autodistribution, qui fait la même chose. Et ça me va bien aussi de partager avec nos collègues. Pareil chez Peugeot avec Opal, où mon père avait eu cette idée de créer cette plateforme de pièces en 2003. Moi, je l'ai mis un peu en musique derrière. Donc, tu vois, c'est pas des idées géniales et c'est pas des brevets qu'on a. C'est ça que j'aime. C'est du bon sens. C'est ça que j'aime. Mais on est dans un métier de distribution où basiquement on achète, on stocke, on vend. Et on a toujours des clients à servir et des collaborateurs à motiver et à faire grandir. Et puis effectivement des finances qui se tiennent au carré. Donc si tu veux, nous on n'est pas dans de la high-tech, on n'est pas dans des trucs. J'étais hier soir avec Réseau Entreprendre, j'ai accompagné Alorea pendant 2 ans et je l'ai dit à Réseau Entreprendre. Honnêtement, c'est un métier trop technique pour moi, dans l'énergie, dans les trading, etc. Bon, j'ai pas pu apporter ma valeur ajoutée parce que je comprenais pas son truc et je l'ai toujours pas compris d'ailleurs 2 ans après. Donc, tu vois, nous, on est des gens assez basiques, entre guillemets. On fait notre truc. Ce qu'on sait faire, on le fait. Mon père m'a toujours dit, n'investis pas dans les trucs que tu connais pas. Et je pense qu'il a vraiment pas tort. Et voilà, on n'est pas dans de la haute technologie, mais on est dans des métiers de commerçants, on va dire, un peu modernes, qui vivent dans leur époque et puis qui s'adaptent à leur époque surtout. Oui, et qui s'adaptent à leur époque, notamment par le digital, parce que j'imagine que ça a envahi quand même la distribution. Oui, mais effectivement, et la logistique c'est aussi. un département que j'ai créé avec moi, à l'époque, mon directeur de Réseau Entreprendre Vendée, Olivier Billon, qui nous a rejoints et qui était effectivement un féru. Je l'avais vu à travers Réseau Entreprendre Vendée, tout ce qu'il avait pu faire, et tu parlais de la Biennale tout à l'heure, donc il m'avait aidé énormément là-dessus, puisque moi je suis assez créatif, j'ai des idées, mais il faut les mettre en musique derrière, et notamment avec les outils technologiques. Et donc Olivier nous a rejoints, on a nos propres développeurs, on a des spécialistes de la recherche organique, payante, enfin tout un tas de sujets là aussi très complexes que j'ai du mal à comprendre, mais lui il les comprend, et effectivement ça amène un petit supplément de performance, et c'est toutes ces briques additionnelles qui font que nos filiales performent. Oui, parce que tu as commencé par la performance commerciale. Voilà. Puis après, il y a la performance des process, sans doute, quand même. Oui, alors on n'est pas des gens de process, on n'écrit pas beaucoup. On a là aussi une culture de l'oral. Bon, effectivement, pas de paperasse pour le plaisir d'embêter les gens. Donc, on est, une fois encore, dans un cadre assez lâche. Je pense qu'on sait tous où on veut aller. Tu parlais de développement pour le futur du groupe. Alors, je ne sais pas si on abordera de nouveaux métiers, mais en tout cas, vraiment, notre leitmotiv au quotidien, c'est d'être performant, c'est d'avancer. Sinon, une fois encore, dès qu'on commence à patiner, c'était le cas d'ailleurs en alimentaire, c'était le cas en bricolage, on s'éclate plus, on gagne plus notre vie. Et puis, résultat, les capitaux qu'on a mis là, on n'apporte plus rien à la collectivité ni à ses collaborateurs. Donc, il vaut mieux passer à autre chose. Et bon, voilà. Et c'est pour ça, je pense que ce qui fait notre force, c'est qu'on sait se remettre en cause et puis prendre des décisions stratégiques, de quitter un métier, d'en investir dans d'autres et puis de faire vivre le groupe au fil du temps. Parce que, voilà, si on n'avait pas fait ça, si mon père ne l'avait pas fait en 66 pour muter le métier d'épicier en gros, ben, on ne serait pas là. Si on n'avait pas vendu l'aérien Regional Airlines en 99, on ne serait pas là non plus. Si on n'avait pas vendu les magasins de bricolage alimentaire, on n'aurait pas pu peut-être investir dans de nouveaux métiers comme le TP, comme le poids lourd et la grille. Donc, tu vois, c'est l'histoire du groupe, ça. Est-ce qu'il y a eu quand même des échecs desquels vous avez appris des choses utiles ?
Alors, on a des dossiers plus difficiles que d'autres, hein. Je dirais que, bon, moi, ce qui est important, c'est qu'une filiale soit bénéficiaire. Donc, j'en ai toujours qui sont toujours un peu limites. Donc, Oui, ça me sur gratte le un nombre peu. un petit peu normal, De oui. gros crash, on n'en a pas eu parce qu'on a toujours assumé. Un exemple aussi, dans le solaire, on a été dans le photovoltaïque dès 2008. Donc, Ah il y a oui. une montée à la verticale de ce métier, mais il y a une descente à la verticale en 2011. Mhm. Tous nos concurrents, sauf quelques rares exceptions, déposaient le bilan. Nous, on a gardé Solargy pour faire tous nos dossiers SAV pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, cette structure, il n'y avait plus que 4 personnes dedans et gérait Ah que les oui. ennuis. Waouh. Donc, chapeau aux gens qui ont géré ça, parce qu'on Oh. faisait plus de développement. Oh là, pour trouver Et la là, on a motivation. relancé la machine, donc avec un nouveau directeur, on a 7 ou 8 commerciaux, on rattaque sur la Vendée, qui est vraiment notre terrain d'expérimentation, puisque tous nos métiers sont partis de la Vendée. On a parlé du transport aérien, mais je dirais tous nos métiers, à l'exception de l'agricole, puisque c'est un groupe qu'on a racheté en 2012, qui était en dehors de nos Qui vous frontières, emmène mais qui plus n'était pas loin. loin. Oui. C'était Sauzé-Vossé dans les Deux-Sèvres, donc vraiment pas loin. Et donc, nous, ce territoire d'expérimentation est très important. Donc, on relance Solargy sur la Vendée. Si ça marche, on fera les départements limitrophes, et puis après, on verra. Donc, toujours beaucoup oui, de pragmatisme et puis aussi une prise de risque oui, raisonnable. raisonnable. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir le périmètre géographique. Vous êtes quand même, comme tu le dis, vous avez repris des entreprises qui vous ont emmené plus loin, mais vous êtes quand même assez concentré sur la Vendée, l'Ouest, peut-être le Grand Ouest, mais, Alors, mais bien sûr. pourquoi une entreprise qui a cette puissance-là n'est pas à l'international? C'est un choix pour vous? Alors, on est dans des Enfin, métiers de elle l'est distributeurs. quand même Elle l'est avec, à travers l'aérien, l'aérien, parce qu'on est quand même maintenant présent aux États-Unis Bien de sûr. façon importante. Mais je dirais que la valeur ajoutée du distributeur, c'est la connaissance du tissu local et la proximité avec ses clients. Je ne me vois pas aller vendre des voitures en Allemagne ou en Belgique ou C'est ça. autre, même à l'autre bout de la France où on n'a pas de point d'accroche. Mm. Il y a des métiers où on commence à être effectivement présent de façon plus éloignée. L'agricole, le TP. Oui. Quand vous envoyez des L'énergie, pièces détachées voilà, commandées sur mais Internet. il y a des métiers qui demandent encore une proximité. Et puis c'est vrai que mon père a développé son groupe un petit peu comme les familles antillaises qui sont multi-activités sur Oui. un territoire restreint. Famille Donc Yayotte, c'est par comme exemple. si la Vendée était un peu un îlot de prospérité pour nous. Et c'est vrai qu'on a développé tout un tas d'activités Dans plutôt votre écosystème. dans notre écosystème. Ah oui, Et puis oui, à un c'est moment ça. donné, on a Mm. élargi les frontières. Et clairement, on se met plus de barrières en France, en tout cas. Là, on vient de racheter une affaire TP dans le sud-est. On a racheté un fournisseur fabricant de boîtes de chauffage qui est à Épinal, j'y vais demain, dont j'étais à Amiens tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, honnêtement, on élargit et la vocation et le développement du groupe maintenant se fera sur tout le territoire national, j'en suis convaincu. Oui, oui. Le monde change très 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 vite et on ne peut même pas imaginer, je pense, la manière dont on vivra dans 10 ans. Est-ce que le groupe projette son développement, réfléchit aux métiers du futur, réfléchit aux manières futures de travailler, de produire, etc., de distribuer? Est-ce que votre stratégie, elle est un peu une incrémentation de l'existant, un peu au fil du lot, ou bien il y a une réflexion prospective qui est menée au niveau du groupe, et si oui, comment? Alors déjà, tu dis le monde change très vite, tu as raison. Il Moi, l'a je ne déjà pensais fait. pas que la crise du Covid aurait accéléré les choses comme ça. Bah On oui. l'entendait dire, Ah oui, que oui. le monde sera plus comme avant. Mais c'est Moi, je dingue. disais honnêtement, ça va recommencer. Au niveau business, ça n'a pas changé fondamentalement. C'est au niveau du comportement des collaborateurs Ah oui. et face à la valeur travail, où Beaucoup clairement les d'éléments. gens ont eu peur pour eux, pour leurs proches. Mm. Ont pris du bon temps aussi pour certains, ils ont pris goût parce Oui, oui, qu'effectivement, bien sûr. quand on était 3 mois et en plus il faisait super beau à faire des barbecues, nous on l'a vu, on est le premier vendeur de charbon de bois en France avec notre filiale Flamino, donc Oh, on les l'a vu. vénards, les Donc vénards. effectivement, donc ça a changé les mentalités. Et comme je le disais, le propre du chef d'entreprise, c'est de s'adapter à son époque. Donc ce qu'on a vu de notre point de vue, il n'y a pas eu de révolution en tant que telle sur le business, mais il y a une révolution sur la façon de gérer les RH. Et heureusement qu'on était structuré et très à l'écoute de nos collaborateurs. On les interroge tous les 2 ans avec Great Place to Work de façon anonyme pour savoir comment ils jugent leur supérieur hiérarchique, N+1, N+2, etc. Le groupe aussi. Donc tout ça, je pense que ça a été une force pour nous. Et du coup, on a pu muter assez facilement puisqu'on est des gens très ouverts sur les nouvelles pratiques managériales, alors que j'ai beaucoup de collègues qui sont encore très fermés sur le sujet, qui disent non, c'est ça comme ça, bon ok, mais si les gens partent, vaut mieux essayer de trouver des solutions. Et donc après, au niveau stratégique, effectivement, il n'y a pas de grand plan stratégique pour nous. On considère que la stratégie qu'on a est la bonne, c'est-à-dire de rester dans les métiers où on a un savoir-faire, Oui. d'avoir des partenaires de premier plan.
Donc, on est Stellantis dans l'automobile, CNH dans le matériel agricole, on est JCB, Bobcat, Douzan, Mecalac, Takeshi dans le TP. Vous choisissez les bonnes enseignes. On choisit les bonnes enseignes quand elles sont disponibles, effectivement. Et puis, donc, je pense qu'on va continuer comme ça et qu'il n'y a pas de remise en cause. Donc, si tu veux, on n'a pas de grand plan stratégique. Non. Une fois encore, on fonctionne comme une grosse PME. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout l'impression d'être un groupe de 6000 collaborateurs. On a l'impression d'être encore une PME, une fédération de PME, avec effectivement un noyau dur commun qui est l'actionnariat et le conseil d'administration familial. Et en fonction de ça, on continue de dérouler notre cap. Alors évidemment, moi, je réfléchis à des métiers qui ont le plus le vent en poupe, comme la location dans le matériel, quel que soit le type de matériel d'ailleurs. Les pièces, qui sont des métiers très rémunérateurs, plus que effectivement le matériel neuf. Mais le matériel neuf devient presque un mal nécessaire pour pouvoir vendre les pièces et la prestation derrière, reprendre le matériel pour en faire de l'occasion. Donc effectivement, ça change un petit peu, mais il n'y a pas de véritable révolution dans nos métiers de distribution. On aurait pu craindre de se faire disrupter par le digital, qui finalement, dans certains métiers, a pris une part très importante. Et c'est le cas dans l'aérien, où maintenant, d'ailleurs, Olivier, avec les équipes d'Air Caraïbes et de French Bee, travaille de façon très très fine dans le digital, parce que c'est un enjeu majeur. C'est plus de 70% de nos ventes qui passent par ce biais-là. Donc, on ne peut pas se permettre le moindre bug et le moindre dysfonctionnement. Dans d'autres métiers, notamment le B2B, c'est beaucoup moins. C'est plus une aide à la mise en relation et une aide à la vente, le digital, qu'une vente pure et dure. Et heureusement pour nous, parce que ce qui me fait peur dans l'automobile, c'est qu'on voit bien d'ailleurs que notre constructeur essaye de vendre en direct, parce qu'à un moment donné, le particulier se laisse quasiment séduire sur une vente complètement en ligne. Donc nous, on essaye effectivement de s'adapter à ça, et c'est pour ça que je pense que le groupe sera de plus en plus B2B que B2C. Et c'est ce que je retenais de l'alimentaire et du bricolage. Le consommateur particulier est beaucoup moins fidèle que le consommateur professionnel. Si on le sert bien, si on a une bonne relation avec lui, on a toutes les chances de le conserver dans la durée. Donc c'est une ligne stratégique. C'est quand même le dégage, B2B ça. dans la distribution, effectivement, qui est notre vecteur. Et puis après, on abordera peut-être d'autres métiers. On est très curieux. Ça, je pense que mon père m'a transmis ça. On ne se repose jamais sur nos lauriers. On est toujours en recherche de nouvelles opportunités, de développement soit organique, soit externe. Les dirigeants des filiales, ils gèrent de l'exploitation, ou est-ce que vous leur demandez aussi d'avoir une vision stratégique pour leur propre business et vous l'encadrez, vous validez la stratégie qu'ils proposent, ça fait partie d'un échange avec eux? Alors, une fois encore, nos dirigeants sont des vrais patrons, comme tu sais, avec une large autonomie de fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais appelé pour des soucis du quotidien. Je suis appelé plutôt pour des interpellations stratégiques, d'acquisition, de cession, de nouveaux bâtiments, etc. Et donc, on a deux types de patrons. C'est-à-dire qu'on a des directeurs salariés, mais qui ont quand même une large autonomie, qui ne sont pas actionnaires. Et puis, on a des gens, parce qu'ils ont l'ancienneté, parce qu'ils ont fait leurs preuves et parce qu'on a une totale confiance, ils basculent mandataires sociaux, président de leur filiale après quelques années, actionnaires à hauteur de 5%, puisque pour nous, il est important de garder l'intégration fiscale pour avoir l'effet groupe qui joue et pouvoir développer des métiers qui peuvent être déficitaires au début. Et donc, je dirais que là aussi, c'est très pragmatique. Je dirais que des mandataires sociaux, j'en ai un peu moins qu'à une époque, parce que le fait de mettre fin à son contrat de travail fait un peu peur. Ça fait peur. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient entrepreneurs. Donc, on dit... Vous voulez être patron à nos côtés, même si vous n'avez pas tous les risques, soyez entrepreneur vous-même. Et là, on leur demande, dans tous les cas, de toute façon, qu'ils soient directeurs salariés ou mandataires sociaux, une matrice stratégique annuelle au moment du budget, c'est-à-dire quels sont les domaines d'activité stratégique que vous voulez développer, mais ça tient sur une feuille A4. Nous, on a vraiment la culture de la feuille A4 pour nos comptes d'exploitation, pour les matrices stratégiques, pour aller à l'essentiel. Nous, on a une quarantaine de filiales, donc 40 tableaux de bord tous les mois. Et moi, je veux voir l'essentiel très rapidement. On a des tableaux de bord qui se ressemblent d'un métier à l'autre. Donc, combien on peut de filiales? benchmarker. Une quarantaine de filiales aujourd'hui, de plus ou moins grande importance. La plus petite étant Ecovrac, la start-up de mon fils, où il n'y a que 8 collaborateurs. La plus grande, c'est maintenant Air Caraïbes et Clara Automobile, qui ont à peu près le même nombre de collaborateurs, autour de 1400 chacune. D'accord. C'est quoi le quotidien du dirigeant du groupe Dubreuil? T'es beaucoup en déplacement, t'es beaucoup dans les filiales. Alors effectivement, moi je suis tu n'as plus jamais heureux l'air quand débordé, je suis en développement. Tu n'as jamais l'air débordé. C'est pas effectivement, je pense que c'est plus la charge mentale à un moment donné. Mais moins en ce moment. Mais effectivement, les 3 années passées ont été très très difficiles. Au niveau de la famille, on se posait vraiment des questions. On ne savait pas clairement si on allait passer le cap. Bon, et finalement, on l'a passé d'une façon plutôt très surprenante, parce qu'on nous aurait donné ce crash test. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui pariaient sur nous. D'où aussi certains banquiers qui avaient effectivement peut-être quelques doutes par rapport à notre capacité de résilience. Exactement. Donc, effectivement, moi, j'interviens sur les aspects stratégiques. J'étais ce matin
Bon, ça peut paraître un détail. J'étais allé voir un immobilier d'agence agricole. Mais je suis content d'y être allé parce que j'ai finalement fait retourner le projet. J'ai validé le site, mais en l'aménageant d'une façon complètement D'accord. différente. Donc, T'apportes ton et je regard pense que le extérieur sur dirigeant le de ma projet. filiale dans le Nord au niveau agri était Il a content pas que je regretté. vienne. J'ai aussi, vis-à-vis du bailleur, apporté une certaine crédibilité du groupe pour être sûr, parce qu'il y avait deux autres concurrents sur le. Donc, ça a permis, je pense, d'emporter la décision. Donc, moi, j'essaye d'apporter une valeur ajoutée. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je ne veux pas embêter les gens pour le plaisir de les embêter. D'ailleurs, si je les embête, c'est qu'en général, ça sent la fin et que la confiance n'est plus là, que les relations deviennent conflictuelles et ça ne peut pas durer très longtemps parce qu'une fois encore, tout le monde le ressent et tout le monde est malheureux de ça. Donc, si tu veux, voilà, moi, c'est de la valeur ajoutée. C'est vrai que je ne suis pas débordé en tant que tel parce que je dis souvent que c'est plus facile d'être patron d'un groupe de 6000 collaborateurs avec des patrons et le support de la holding qui va aussi me solutionner mes problèmes. Après, à moi de trancher, de prendre les bonnes décisions stratégiques. Mais c'est beaucoup plus facile de prendre les bonnes décisions quand on est épaulé, quand on a des gens qui réfléchissent les dossiers à fond. Bon, voilà. Et c'est clair qu'on a un groupe qui est fort de ce point de vue-là. Évidemment, il a quelques moyens financiers, mais par rapport à des très grandes entreprises familiales, on reste des nains de jardin. Donc, c'est vraiment, je dirais, nos points forts, c'est à la fois notre agilité, notre curiosité, mais aussi le support et l'organisation de la holding qui permet vraiment d'amener cette sérénité et d'être sûr de ne pas se tromper. Parce qu'une mauvaise décision coûte cher et je dirais coûte de plus en plus cher avec l'époque qu'on vit. Et donc, effectivement, il faut être vigilant à ça. Maintenant, on a le droit à l'erreur, on le revendique aussi avec une certaine bienveillance. Des gens peuvent se planter chez nous si effectivement ils en ont tiré la leçon. Si ils continuent de se planter et puis qu'ils continuent comme avant, sans se remettre en question, c'est sûr que ça ne pourra pas durer. Mais bon, quand on est entrepreneur, il faut savoir accepter l'erreur, effectivement. Ben, on arrive au terme de notre échange, Paul-Henri. Ben, oui, ça va vite, hein, mais tu m'as donné une bouffée d'énergie avec tout ce que tu viens de me... J'ai même pas trop posé de questions parce que ça venait tout seul. Je te remercie de nous avoir partagé tout ça. Juste pour s'amuser à la fin de notre entretien, j'ai 3 questions un peu personnelles pour toi. La première, c'est quand tu passeras la main à ton successeur, ton fils ou quelqu'un d'autre, ou un de tes enfants, quel sera le plus beau compliment qu'on pourra te faire sur ta vie d'entrepreneur? C'est de dire tu as fait le job, on t'a donné le groupe à un instant T, à tel chiffre d'affaires, tel effectif, tu le rends à telle performance économique et financière et tu le rends à tel niveau. Et de temps en temps, j'aime bien tirer ce bilan sur 10 ans. La valeur ajoutée apportée. La valeur ajoutée, mais c'est pas que moi. J'aime pas personnaliser le pouvoir parce qu'une fois encore, c'est une équipe. Mais c'est vrai qu'il faut aussi un entraîneur qui donne le style et ça, on donne toujours le style, quelle que soit la taille de l'organisation. Si effectivement on sent qu'il y a du flottement en dessous, c'est parce que le patron est flou, parce que le patron n'est pas exemplaire. Et ça, moi je suis très attaché à cette exemplarité du patron. On dit au campus des dirigeants que l'entreprise ne peut pas aller plus loin que son patron. C'est vrai. Voilà. On peut être le facteur limitant, il faut faire très attention à ça. Ma deuxième question, c'est quel est l'achat de moins de 100 € qui a été le plus déterminant dans ta vie? Alors ça fait peut-être un petit peu purement financier mon truc, mais... Bon, je dirais qu'on a la chance de pouvoir investir dans des SCI en périphérie du groupe et effectivement, on s'aperçoit que des fois, avec 100 €, alors c'est peut-être un peu... Mais on arrive à créer un effet de levier énorme. Oui. Et donc, pour là, moi, fait un beau coup. Et là, on fait un très bon coup. Et voilà, ça fait partie aussi de la vie des affaires parce qu'on ne fait pas que des bons coups. Donc, il faut savoir gagner de l'argent. C'est vrai qu'on est dans un pays où c'est mal vu, clairement. Où on jalouse la réussite. On le voit, malheureusement, je l'ai vu ce matin sur les ronds-points, etc. Et on se dit, à un moment donné, sale patron ou sale riche. Et c'est vrai que ça, c'est très perturbant. Parce qu'on enregistre cet épisode pendant les grèves. Hein, pendant les grèves, dont on espère qu'elle se termine ce soir. Mais vu ce que j'ai vu ce matin à Amiens, j'en suis pas sûr. Et donc, effectivement, on serait aux États-Unis. On pourrait être un peu plus exubérant. Moi, j'ai toujours fait très, très attention, même à mes voitures, pour emmener mes enfants au lycée, etc. Je n'ai pas voulu qu'ils en souffrent et je pense qu'on a su être discret. Et ça aussi, les gens nous en sont grés parce qu'on n'étale pas plus que ça. Les gens savent qu'on a des moyens et c'est un peu logique parce qu'une fois encore, ça fait 100 ans qu'on développe l'entreprise. Hein. Et ma troisième question, c'est si tu en avais la capacité, avec quel personnage célèbre mort ou vivant encore aujourd'hui, tu rêverais de prendre un café? Alors, je dirais Charles de Gaulle, parce que je pense qu'effectivement, c'était quelqu'un d'exceptionnel et qui a eu la chance de vivre un moment charnière exceptionnel et d'être là au bon moment et de saisir effectivement la bonne opportunité. Il a saisi la bonne opportunité. La bonne opportunité et il a su nous remettre dans le droit chemin. Je regardais l'autre jour un reportage sur la Deuxième Guerre mondiale et comment on voit que les pouvoirs mous en Europe ont laissé Hitler petit à petit
Et heureusement, parce que je reviens un peu sur l'actualité, mais heureusement qu'on a eu Biden pour stopper Poutine en Ukraine. S'il y avait que l'Europe, l'Ukraine serait déjà envahie oui. et je pense que la Pologne serait peut-être pas loin. Donc effectivement, ces grands personnages, il n'y en a plus beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui en politique, on est effectivement un peu ras du sol. Il suffit de voir le malheureux spectacle de l'Assemblée nationale en ce moment. Bon, c'est bien d'avoir des personnages historiques comme ça qui replantent le décor et effectivement, mais qui ont eu de la chance aussi d'être au bon moment. De Mais l'histoire. ils ont su la saisir Voilà, c'est ça. et repositionner notre pays au niveau qu'il méritait. Alors j'ai la conviction que c'est ce que tu admires chez Charles de Gaulle, c'est parce que tu le portes déjà en toi. Bravo Paul-Henri, merci pour cet Là, échange. tu me fais Merci. rougir, Bruno. On s'en fiche, on est en audio là. Merci Paul-Henri de cet échange et merci de nous avoir partagé les quelques secrets de réussite du groupe Dubreuil. Bravo. Merci à toi, bientôt. Bruno.